Le téléphone a sonné à 11h17 du matin, et j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de répondre. Non pas par intuition mystique, ni par dramatisme, mais parce que personne ne m'appelait à cette heure-là. Lorsque j'ai entendu la voix de l'homme à l'autre bout du fil, poli mais tendu, j'ai senti mon estomac se nouer. « Madame, nous vous appelons de la banque. Je crois que ce n'est pas vous. Votre mari est ici maintenant, avec une femme qui vous est identique. » J'ai ri par réflexe, un rire bref, nerveux. « C'est impossible, ai-je répondu. Mon mari est en voyage d'affaires. » Le silence qui a suivi a été trop long pour être une simple erreur administrative. L'homme s'est éclairci la gorge et a baissé la voix comme s'il craignait que quelqu'un d'autre ne l'entende. « C'est justement pour cela que je vous appelle, » a-t-il dit. « Monsieur est en train d'essayer de réaliser une démarche importante et quelque chose ne colle pas. La femme qui l'accompagne se présente comme vous. Elle a votre nom, vos papiers, votre signature, mais il y a des détails qui ne correspondent pas. » J'ai senti la maison tourner lentement autour de moi. Je me suis appuyé sur la table pour ne pas tomber. « S'il vous plaît, » a-t-il ajouté, « nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » J'ai raccroché sans dire au revoir. Je suis resté à fixer le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étrange. J'ai pensé à mon mari, à sa valise préparée la veille au soir, aux baisers distraits avant de partir, aux messages qu'il m'avait envoyés depuis l'aéroport disant qu'il serait occupé toute la journée. J'ai pensé aux mots identiques. Personne n'est identique à personne. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une erreur, d'une fraude, d'un malentendu, mais quelque chose dans le ton de l'employé, quelque chose dans l'urgence contenue de sa voix, me disait que la vérité était autre. Je me suis mise mon manteau sans savoir pourquoi. J'ai pris mon sac, les clés, et je suis sortie de chez moi presque en courant. Dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir, les cheveux attachés, l'écharpe beige que je porte depuis des années, le visage fatigué d'une femme qui ne s'étonne plus facilement. J'ai pensé avec une clarté qui m'a glacé le sang. Quelqu'un est en train d'utiliser ma vie comme déguisement. En sortant dans la rue, le bruit m'a frappé. Tout continuait pareil pour les autres et cette normalité m'a paru offensante. Durant le trajet à travers Bordeaux vers la banque, j'ai tenté de reconstruire mon mariage comme s'il s'agissait d'un film accéléré. 37 ans ensemble. Une vie faite de routine, de silence partagé, d'accords tacites. J'avais quitté mon travail quand les enfants étaient nés. J'avais aidé avec la comptabilité quand il avait ouvert son entreprise. J'avais signé des papiers sans les lire complètement parce que je faisais confiance. J'ai toujours fait confiance. Je pensais que cette confiance était de l'amour. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait aussi être de l'aveuglement. Je suis arrivée à la banque avant ce que j'attendais. Le gardien m'a regardé 2 fois avant de me laisser passer. « On m'a appelé », ai-je dit. Ma voix a sonné ferme, même si tout tremblait à l'intérieur. Ils m'ont conduite à un petit bureau. L'employé de l'appel était là, pâle, accompagné d'une femme plus jeune qui ne cessait de regarder la porte. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Nous avons besoin que vous voyiez quelque chose. » Il a ouvert le store à peine un peu. À travers la vitre, je les ai vus. Mon mari debout, parlant avec un directeur, et à ses côtés une femme. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mes jambes se sont dérobées. J'ai dû m'asseoir. La femme portait la même coupe de cheveux que moi, la même couleur. Elle portait un manteau très semblable au mien. Elle tenait même son sac de la même façon, appuyé contre le côté gauche. Ce n'était pas une coïncidence grotesque, c'était une imitation soignée. « Elle dit s'appeler comme vous ?» a murmuré l'employé. « Elle connaît des données que seul vous devriez connaître. » Je ne pouvais pas cesser de la regarder, non pas parce qu'elle était plus jeune ou plus belle, mais parce qu'elle occupait une place qui ne lui appartenait pas. Ma place. Je l'ai vue rire, toucher le bras de mon mari avec une familiarité qui m'a paru obscène. Lui ne semblait pas nerveux, il semblait à l'aise. J'ai voulu me lever et partir en courant. J'ai voulu l'affronter. J'ai voulu crier, mais quelque chose en moi s'est endurci. Une voix que je n'ai pas reconnue. « Observe, apprends, ne te précipite pas. » Je suis restée assise, respirant lentement, tandis que l'employé continuait à parler de procédure et de vérification. Je ne pensais qu'à une chose. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Soudain, j'ai compris que ce voyage d'affaires n'était pas nouveau, que les absences, les changements d'humeur, la distance croissante avaient une autre explication,
que cette femme n'était pas apparue de nulle part. Quelqu'un ne devient pas identique par accident. On s'entraîne, on étudie, on se prépare. Et mon mari avait fait partie de cela. « Que voulez-vous faire ?» m'a demandé la femme de la banque avec précaution. Je l'ai regardé. J'ai pensé à mes enfants, à ma maison, à mon nom écrit sur des centaines de documents. J'ai pensé à tout ce qui était en jeu et j'ai répondu quelque chose qui m'a surprise moi-même. « Rien, ai-je dit. Pas encore. » Je suis sortie de la banque sans qu'il me voie. J'ai marché 2 rues sans sentir mes pieds. Je me suis assise dans un café et j'ai commandé de l'eau. J'avais besoin de réfléchir. Si j'entrais là-bas comme une épouse trahie, il se défendrait, nierait, mentirait. Mais si je restais silencieuse un peu plus, si je le laissais continuer à croire que son mensonge fonctionnait, il commettrait des erreurs. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis rentrée chez moi sans confronter personne. J'ai refermé la porte derrière moi et je me suis adossée contre elle, respirant profondément. Le silence de l'appartement m'a enveloppée comme une couverture trop lourde. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé mon regard errer sur les murs, les meubles, les photos encadrées. Tout me semblait soudain étranger, comme si je voyais ma propre vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Pendant des années, j'ai cru que mon mariage était simple, même prévisible. Il n'y avait pas de grands scandales ni de cris qui attirent l'attention des voisins. Il y avait de la routine, de longs silences et une cohabitation qui fonctionnait comme un mécanisme ancien, usé, mais encore en marche. Je croyais que c'était de la stabilité. Aujourd'hui, je sais que c'était aussi de l'invisibilité. J'ai connu Philippe quand j'avais 23 ans. Il travaillait déjà dans le monde de la finance et parlait avec assurance de projets, d'investissements et d'avenir. Je me suis sentie protégée par cette fermeté. Nous nous sommes mariés rapidement, comme on le faisait à l'époque, et bientôt les enfants sont arrivés. J'ai quitté mon emploi parce que quelqu'un devait soutenir la maison, et il a promis que ce sacrifice serait temporaire. Il n'en a plus jamais parlé. Moi non plus. J'ai appris à vivre en arrière-plan sans m'en rendre compte. J'organisais des dîners de travail, j'écoutais des conversations qui ne m'incluaient pas. Je signais des documents qu'il m'apportait avec un sourire fatigué. « C'est comme d'habitude », disait-il. Je faisais confiance. Faire confiance était plus facile que questionner. Questionner impliquait la possibilité de découvrir quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Avec les années, mon nom est apparu moins dans les conversations et plus sur les papiers, toujours comme soutien, comme garantie, comme quelqu'un qui accompagne, jamais comme protagoniste. Quand il a prospéré, j'ai célébré. Quand il a voyagé davantage, je me suis adaptée. Quand il a commencé à rentrer tard, j'ai trouvé des excuses avant qu'il n'ait à en donner. Il y a eu des signes, maintenant je le sais, des changements petits, presque élégants. Il a commencé à corriger ma façon de m'habiller. « Cette couleur te vieillit », disait-il avec un rire léger. Il suggérait des coupes de cheveux plus modernes. Il m'offrait des vêtements similaires à ceux qu'il croyait que je devais porter. J'acceptais en pensant que c'était de l'attention. Je ne voyais pas que c'était aussi un moule. Notre vie sociale s'est réduite. Nous avons cessé de voir des couples amis parce qu'ils n'apportaient rien. Ils préféraient de nouvelles rencontres, des gens plus jeunes, des environnements où j'étais présentée comme ma femme, sans nom propre. J'ai commencé à me sentir comme un accessoire qui va avec tout et ne se démarque en rien. Quand j'ai eu 60 ans, il a organisé un petit dîner. Il a porté un toast à ma compagnie inconditionnelle. Ce mot est resté en résonance. Il n'a pas dit amour. Il n'a pas dit admiration. Il a dit compagnie, comme si j'étais un objet fiable, pas une personne avec une histoire. À la maison, nous parlions moins. Je remplissais les silences avec des tâches, avec de l'ordre, avec la télévision en fond sonore. Il se réfugiait dans son téléphone, dans des courriels que je ne voyais pas, dans des appels qu'il passait dans une autre pièce. Quand je demandais, il me disait que c'était des affaires de travail. J'acquiesçais toujours. Mes amies ont remarqué le changement avant moi. « Je te vois éteinte », m'a dit l'une d'elles un après-midi. Cela m'a agacée. J'ai pensé qu'elle exagérait. Comment pouvais-je être éteinte si ma vie était en ordre? J'avais une maison, des enfants adultes, une stabilité économique. Je ne comprenais pas que l'ordre peut aussi asphyxier quand il ne laisse pas d'espace pour exister. La veille de l'appel de la banque, il a préparé sa valise avec soin.
Il m'a demandé une chemise spécifique, une montre. Il m'a donné un baiser rapide et a dit que le voyage serait court. Je l'ai aidé comme toujours. Je n'ai pas remarqué de nervosité, je n'ai pas remarqué de culpabilité, j'ai remarqué de l'habitude. L'habitude de quelqu'un qui croit que tout est sous contrôle. Après l'appel, chaque souvenir a commencé à se réorganiser différemment. Les absences n'étaient plus du travail, les corrections n'étaient plus de l'attention, les silences n'étaient plus de la fatigue. C'était de la stratégie. Quelqu'un ne remplace pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain. On répète, on teste, on compare. Je me suis rendu compte qu'il m'avait observé pendant des années, non pas pour me comprendre, mais pour me reproduire. Mes gestes, mes réponses, mes données personnelles, tout ce que j'avais partagé en confiance était devenu du matériel d'étude. Ce soir-là, j'ai ouvert des tiroirs que je ne touchais plus depuis longtemps. J'ai passé en revue des dossiers, des contrats, des relevés bancaires. J'ai commencé à lire avec attention ce que je signais avant sans réfléchir. Mon nom apparaissait dans des endroits clés, mais toujours associé au sien. Je n'étais pas invisible sur les papiers, je l'avais été dans la relation. Je me suis souvenu de conversations où il me demandait de répéter des histoires familiales pour ne pas les oublier. Des détails sur mes goûts, mes routines, mes réponses automatiques. Je pensais que c'était de la nostalgie. Maintenant, je comprenais que c'était de l'entraînement. J'ai pleuré pour la première fois, non pas pour lui, mais pour moi, pour la femme qui s'était adaptée jusqu'à devenir prévisible, pour la confiance que j'avais offerte sans exiger de réciprocité. J'ai pleuré peu. Les larmes n'ont pas duré. C'était comme un nettoyage nécessaire avant de reprendre mon souffle. Cette nuit-là, quand il a appelé depuis le voyage, j'ai répondu avec naturel. Il m'a parlé de réunions, de fatigue, d'hôtels. J'ai écouté sans interrompre. Je ne l'ai pas confronté. Je lui ai demandé s'il avait bien mangé. Je lui ai souhaité du repos. J'ai raccroché calmement. Feindre la normalité a été plus difficile que pleurer, mais aussi plus puissant. Parce que pendant qu'il continuait à croire que je ne voyais rien, je commençais à voir trop clairement. Je suis retournée à la banque 2 jours plus tard, à la même heure, avec le même manteau et l'écharpe beige. Je n'ai pas appelé avant. Je ne voulais prévenir personne. J'ai marché jusqu'à l'entrée avec le pouls ferme et la tête froide, comme si j'entrais dans un théâtre pour voir une pièce dont je devinais déjà la fin. En franchissant les portes vitrées, j'ai senti une pression dans la poitrine, mais je ne me suis pas arrêtée. Cette fois, je n'allais pas regarder de loin. Je l'ai vue tout de suite. Elle était assise à l'une des tables du fond, penchée en avant, parlant avec une gestuelle que je connaissais trop bien. Elle bougeait les mains, comme je le fais quand j'explique quelque chose d'important. Elle souriait avec le coin gauche un peu plus relevé. Elle portait les cheveux attachés de la même façon que moi depuis des années. Ce n'était pas seulement ressemblant, c'était un miroir répété. Philippe était en face d'elle, attentif, fier même. Quand il l'écoutait, il acquiesçait avec cette expression que j'avais vue tant de fois à la maison. Il la présentait avec naturel à ceux qui s'approchaient. « Ma femme », disait-il. Ce mot m'a traversé comme une écharde, non pas par jalousie, mais par l'audace, par la certitude avec laquelle il le prononçait. Je me suis approchée du comptoir et j'ai demandé à parler au directeur. Pendant que j'attendais, je n'ai pas pu m'empêcher de l'observer avec plus de détails. Elle portait une bague similaire à la mienne, pas identique, mais suffisamment semblable pour passer inaperçue. Son parfum flottait dans l'air. C'était le même que celui qu'il m'offrait à chaque anniversaire. J'ai compris alors qu'elle n'imitait pas mon apparence par goût. Elle reproduisait mon identité. Le directeur m'a conduite à un bureau. Il m'a offert de l'eau. J'ai refusé. Je voulais voir. J'avais besoin de voir. Je me suis levée et j'ai demandé la permission de sortir. Un instant, ai-je dit. Personne ne m'a arrêté. J'ai marché directement vers la table où ils étaient. Je ne me suis pas annoncée. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis plantée à 1,2 m. La femme a levé les yeux la première. Ses yeux se sont ouverts à peine, juste assez pour révéler de la surprise. Puis, elle a composé son visage et a souri comme si elle me connaissait. Philippe a mis une seconde de plus à me reconnaître. Quand il l'a fait, son visage a perdu toute couleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. « Je suis venu voir mon reflet », ai-je répondu. « Il paraît qu'il se promène. » Le silence autour a été immédiat.
La femme identique à moi m'a observé avec un mélange de défi et de calcul. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas nié. Elle a soutenu mon regard comme quelqu'un qui a répété ce moment. « Il doit y avoir une confusion », a-t-elle dit avec mon même ton poli. « Je suis son épouse. »« Non », ai-je répondu. « Tu es son mensonge. » Philippe a tenté de s'interposer. « Parlons dehors », a-t-il dit. « Ce n'est pas l'endroit. L'endroit est parfait, ai-je répliqué. Parce qu'ici, il y a les papiers. Le directeur s'est approché, nerveux. J'ai levé la main. « Tranquille, ai-je dit. Je veux juste confirmer quelque chose. » J'ai regardé la femme. « Dis-moi, lui ai-je demandé, quel est le deuxième prénom de ma mère ?» Elle a cligné des yeux, a regardé Philippe. Il a baissé la vue. « Je n'ai pas à répondre, a-t-elle dit. »« Exactement, ai-je répondu, parce que tu n'es pas moi. » La tension est devenue épaisse. Certaines personnes faisaient semblant de ne pas écouter, d'autres observaient sans dissimuler. J'ai senti un calme étrange, presque clinique. Il n'y avait pas de colère, il y avait de la précision. « Depuis combien de temps t'entraînes-tu à être moi ?» ai-je demandé. Elle a serré les lèvres. « Tu ne sais rien, a-t-elle dit. Je sais suffisamment, ai-je répliqué. Je sais que quelqu'un ne copie pas des habitudes, des gestes et des souvenirs par hasard. Philippe a fait un pas en avant. « Ça suffit, a-t-il ordonné. Tu exagères. » Exagérer serait de dire que je suis folle, ai-je répondu. Ceci, c'est nommer ce que je vois. Le directeur a demandé de passer au bureau. J'ai acquiescé. Nous sommes entrés tous les quatre. Ils ont fermé la porte. L'air était chargé. Je me suis assise. Eux sont restés debout. « Expliquez », a demandé le directeur en regardant Philippe. Il a parlé d'erreurs administratives, de coïncidences, de démarches urgentes. La femme acquiesçait avec discipline. Je les ai laissés parler. Quand ils ont terminé, j'ai sorti de mon sac un dossier. « Voici mes documents », ai-je dit, « et voici mes signatures. » Je les ai comparées avec les siennes. Elles ne coïncidaient pas tout à fait. Il y avait de la pratique, mais pas d'histoire. « Ceci, ai-je continué, n'est pas improvisé. C'est un plan. » La femme m'a regardé avec mépris. « Tu n'es pas si spécial, a-t-elle dit. Tu étais juste le moule le plus commode. » Cette phrase a fait mal, mais elle a aussi tout éclairci. « Merci, ai-je répondu. Tu viens de confirmer ce dont j'avais besoin. » Le directeur a pris note. Philippe s'est pris la tête dans les mains. La femme identique à moi a croisé les bras, défiant. « Je n'ai pas fini, ai-je ajouté. Je veux savoir qui t'a présenté à lui. » Elle a souri en penchant la tête. « C'est lui qui m'a trouvé, a-t-elle dit, parce qu'il t'avait étudié pendant des années. » Philippe a levé les yeux, horrifié. « Tais-toi, a-t-il murmuré. « Non, a-t-elle répondu. Il est trop tard. » J'ai compris alors que l'usurpation n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle. Il avait cherché une version de moi sans mémoire, sans réclamation, sans histoire. Une copie obéissante. « Sais-tu ce qui est le pire ?» ai-je dit à Philippe. « Ce n'est pas que tu m'aies trompé, c'est que tu as cru que j'étais remplaçable. » Il n'a pas répondu. Le directeur a annoncé que la démarche était suspendue, qu'il y aurait une enquête. J'ai acquiescé. Je me suis levée. « Je m'en vais, ai-je dit. Vous pouvez rester avec votre théâtre. » Je suis sortie sans regarder en arrière. Dans le couloir, mes jambes ont tremblé. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai respiré. J'avais vu suffisamment. Le reflet n'était pas le mien. C'était un miroir brisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que la douleur me maintenait éveillée, mais parce que mon esprit a commencé à ordonner des pièces qui traînaient depuis des années. La scène de la banque se répétait encore et encore, mais non plus comme une blessure ouverte, mais comme une preuve. Chaque geste, chaque mot, chaque silence de Philippe acquérait maintenant un sens différent, presque mathématique. Ce n'était pas le chaos, c'était un plan. Je suis rentrée chez moi passé minuit. J'ai laissé le manteau sur la chaise et je me suis assise à la table de la salle à manger avec le dossier ouvert devant moi. J'ai allumé la petite lampe, celle que j'utilisais toujours pour lire, et j'ai commencé à réviser des papiers qui pendant des années avaient été là sans que je ne les regarde vraiment. Relevés bancaires, contrats, police d'assurance, annexes. Mon nom apparaissait fréquemment,
mais presque toujours accompagné du sien, comme si mon identité avait besoin de permission pour exister. Je me suis souvenu combien de fois j'avais signé des documents sans les lire complètement. « Fais confiance », me disait-il. Ce n'est qu'une formalité. Je faisais confiance. Maintenant, je comprenais que la confiance avait été son outil préféré, non pas pour me protéger, mais pour se déplacer sans être vu. J'ai trouvé des mouvements bancaires que je ne reconnaissais pas. Petits au début, presque invisibles, puis plus fréquents. Des comptes ouverts, à des horaires où j'étais occupée avec la maison ou avec les petits-enfants. Des transferts justifiés comme dépenses opérationnelles. Rien ne criait fraude, mais tout murmurait duplicité. J'ai ouvert le tiroir où je gardais ma documentation personnelle. Mon passeport était là, ma carte d'identité aussi, mais quelque chose manquait. Le document que j'avais toujours porté dans mon portefeuille n'était pas là. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. Je ne l'avais pas perdu. Quelqu'un l'avait pris. Quelqu'un qui savait exactement où chercher. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. J'ai fouillé l'armoire de Philippe. Entre des chemises et des costumes, j'ai trouvé un dossier identique au mien. À l'intérieur, il y avait des copies de mes documents, des photographies scannées, des signatures pratiquées. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la répétition. Chaque copie était ordonnée, étiquetée, perfectionnée. Je me suis assise sur le lit avec ce dossier dans les mains. J'ai pensé à la femme identique à moi, à sa façon de parler, à son assurance. Ce n'était pas seulement sa maîtresse, c'était sa complice. Et ensemble, ils avaient construit une version parallèle de ma vie, une où je ne posais pas de questions. J'ai continué à réviser des courriels imprimés, des conversations brèves, des instructions. Il lui expliquait des détails de mon histoire familiale, des dates importantes, des noms que seule une personne proche connaîtrait. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais raconté ma vie comme on laisse des miettes sur le chemin, sans imaginer que quelqu'un les ramasserait pour me remplacer. Je n'ai pas pleuré. La colère était là, oui, mais elle ne me dominait pas. Quelque chose de plus fort commençait à prendre forme. Lucidité. J'ai compris que Philippe ne m'avait pas trahi par impulsion ni par passion. Il l'avait fait par convenance, parce qu'il avait cessé de me voir comme une personne et avait commencé à me voir comme un obstacle gérable. Au lever du jour, j'ai fait du café et je me suis assise de nouveau à la table. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit une liste. Non pas de reproches, mais de faits. Ce que je savais, ce que je soupçonnais, ce que je pouvais prouver. La différence était fondamentale. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés, mais d'identités volées. J'ai appelé la banque et j'ai demandé un rapport complet des mouvements récents. J'ai appelé un notaire pour vérifier les procurations. J'ai appelé une amie avocate, sans entrer dans les détails, et je lui ai demandé une recommandation discrète. Elle m'a donné le nom de Maître Delacroix. Chaque appel était un pas. Chaque pas m'éloignait de la femme trompée et me rapprochait de la femme qui décide. Philippe a appelé 3 fois ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Il m'a laissé des messages confus, mélangeant excuses et reproches, inquiétudes et contrôle. Je ne les ai pas effacés. Je les ai gardés. Tout pouvait servir. Dans l'après-midi, je suis allée à la mairie pour demander un duplicata de ma carte d'identité, cette fois avec des alertes. J'ai demandé que toute utilisation abusive soit enregistrée. Le fonctionnaire m'a regardé avec curiosité, mais n'a pas posé de questions. Je n'ai pas expliqué. J'ai appris qu'il ne faut pas toujours justifier l'autoprotection. J'ai appelé Maître Delacroix. Je lui ai raconté seulement le nécessaire. Son silence à l'autre bout de la ligne a été long. « C'est grave », a-t-elle dit finalement. « Mais si vous avez de la patience, cela peut se résoudre en votre faveur. » J'ai raccroché avec une sensation nouvelle. Pouvoir. Ce soir-là, Philippe est rentré tôt, trop tôt. Il m'a observé depuis la porte comme s'il cherchait des signes. « Tu es allé à la banque ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu. Ils m'ont appelé. Il a avalé sa salive. « Il s'est passé quelque chose ?»« Rien qui ne doive pas se passer », ai-je dit. Il s'est assis en face de moi, nerveux. « Tu es différente », a-t-il murmuré. « J'ai toujours été ainsi », ai-je répondu. « C'est juste que maintenant tu regardes. » Il n'a pas insisté. Il s'est levé et est allé dans la chambre. Je l'ai entendu parler au téléphone à voix basse, des mots coupés, de la tension.
La copie n'était plus parfaite, et il le savait. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai révisé son téléphone. Non pas avec anxiété, mais avec méthode. J'ai trouvé des messages codés, des appels effacés, des rappels avec des faux noms. Tout était conçu pour ne pas éveiller les soupçons de quelqu'un qui ne regardait pas. Je regardais maintenant, et j'ai compris que la femme identique n'était pas le plan final. C'était l'outil. J'ai rangé toutes les preuves dans une boîte, je l'ai fermée avec soin et je l'ai laissée au fond de l'armoire. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Parce que je n'improvisais plus. Je préparais quelque chose qui ne s'arrêterait pas, avec des excuses ni des larmes. Je me suis couché tard. Avant d'éteindre la lumière, je me suis regardé dans le miroir une fois de plus. J'ai touché mon visage, mes rides, mes gestes réels. Personne ne pouvait les copier complètement. Personne ne pouvait être moi. Et pendant que je fermais les yeux, j'ai su que la plus grande erreur de Philippe n'avait pas été de me tromper. Cela avait été de me sous-estimer. Et cela aurait très bientôt des conséquences. L'erreur a été petite, si petite que si je n'avais pas été attentive, elle serait passée comme passent tant de choses dans une vie entière, sans laisser de traces. Ce n'était pas une signature importante, ni un montant scandaleux. C'était une réponse, un mot mal placé au mauvais moment. Et ce faux pas a ouvert une fissure par laquelle tout s'est effondré. L'appel est arrivé un mardi matin. Le même employé de la banque, maintenant avec un ton plus ferme, moins hésitant, m'a demandé de venir ce même après-midi. Il n'a pas dit beaucoup plus, mais ce n'était pas nécessaire. Je savais déjà que quelque chose avait changé. Quelque chose avait cessé de coller complètement. Je suis arrivé à l'heure. On m'a fait passer dans une salle de réunion spacieuse avec une longue table et de hautes fenêtres. Il y avait 3 personnes qui m'attendaient. Le directeur, l'employé qui m'avait appelé la première fois et une femme du service juridique. Personne ne souriait. « Merci d'être venu », a dit le directeur. « Nous avons besoin de votre confirmation sur un point spécifique. » J'ai acquiescé. Je me suis assise le dos droit et les mains immobiles sur la table. Elle ne tremblait plus. « Hier, » a-t-il continué, « votre mari est venu accompagné de la dame qui se présente comme vous pour autoriser une modification mineure sur un compte joint. Durant la vérification, on lui a posé une question de routine. La femme du service juridique a pris la parole. On lui a demandé une date personnelle qui figure dans le système, une donnée de sécurité. J'ai respiré profondément et j'ai demandé. Elle a mal répondu. Le silence s'est fait lourd. Ce n'était pas une erreur grave, a ajouté la femme, mais c'était incohérent avec les registres antérieurs. Et quand on lui a demandé de confirmer, elle a hésité. J'ai fermé les yeux une seconde, non pas par soulagement, mais par clarté. La copie avait échoué parce qu'elle ne pouvait pas porter des décennies de mémoire. « Qu'a-t-elle répondu ?» ai-je demandé. « Le nom de votre premier neveu », a dit l'employé. Elle a dit « Lucas ». Un nom qui ne figure dans aucun document antérieur. J'ai souri à peine. « Mon premier neveu s'appelle Antoine », ai-je dit, et il est né 2 ans avant que Philippe et moi ne nous marions. La femme du service juridique a pris note. La dame a dit qu'il s'appelait Lucas, a-t-elle ajouté, et qu'il était né après. Voilà, ai-je répondu. Ce n'est pas un oubli, c'est une invention. Ils ont acquiescé. Le directeur s'est penché en avant. À partir de ce moment, a-t-il dit, nous avons suspendu la démarche et activé le protocole de vérification avancée. Nous avons trouvé d'autres incohérences. Signatures avec une pression différente, variations minimes dans la calligraphie, différences dans les réponses spontanées. Philippe était présent, ai-je demandé. Oui, a-t-il répondu. Il a tenté d'intervenir. Il a dit que vous étiez confuse ces derniers temps. Cette phrase m'a traversée, mais elle ne m'a pas désarmée. Merci, ai-je dit. De quoi avez-vous besoin de moi maintenant? La femme du service juridique a glissé un document vers moi. Votre présence pour une confrontation formelle, a-t-elle expliqué. Avec registre, témoins et procès-verbaux. Nous voulons faire cela correctement. J'ai regardé le papier. Je l'ai lu avec attention. Je n'ai pas signé immédiatement. Quand ai-je demandé. Demain matin. J'ai acquiescé. Je serai là. Le lendemain matin, la scène a été sobre, professionnelle, sans cri. Philippe est arrivé avec la femme identique. Elle était pâle.
Lui évitait de me regarder. Nous nous sommes assis. La femme du service juridique a expliqué la procédure. Elle a montré des documents, comparé des signatures, lu des registres. La copie a commencé à s'effondrer avec chaque question. « Pouvez-vous confirmer le nom de jeune fille de votre grand-mère maternelle ?» a demandé la femme. Elle a hésité. « Je ne me souviens pas », a-t-elle dit. « Vous souvenez-vous où vos parents se sont rencontrés ?» ont-ils insisté. Elle a regardé Philippe. Il a fermé les yeux. « Ça suffit », a-t-il dit. « C'est une persécution. » « Non », a répondu le directeur. « C'est une vérification. » Je n'ai pas parlé. Ce n'était pas nécessaire. Finalement, la femme identique s'est levée. « Je ne vais pas continuer », a-t-elle dit. Ce n'était pas mon idée. Philippe s'est levé d'un bond. « Tais-toi », a-t-il crié. La salle est restée en silence. « C'est enregistré », a dit la femme du service juridique. « Merci. » La confrontation s'est terminée là. La banque a suspendu toutes les opérations conjointes. Une enquête formelle pour usurpation d'identité a été lancée. Philippe est sorti le premier, sans me regarder. La femme l'a suivi en pleurant. Je suis resté un moment de plus. J'ai signé le nécessaire. J'ai remercié. Je me suis levé. « Une chose de plus », ai-je dit avant de partir. « Merci de m'avoir cru quand vous avez douté. » Le directeur a acquiescé. « Merci pour votre patience », a-t-il répondu. « Ce n'est pas commun. » Je suis sorti dans la rue et j'ai respiré profondément. L'air m'a semblé différent, plus léger. L'erreur qui les a trahis n'a pas été la mauvaise réponse. Cela a été de croire qu'une vie peut se copier sans conséquence. Cela a été de penser que je ne remarquerais pas la différence entre l'appris et le vécu. J'ai marché lentement. Je ne sentais pas d'euphorie. Je sentais une clôture. Je savais qu'il manquait encore la vérité complète, mais le chemin était déjà tracé. Et pendant que j'avançais, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Personne ne peut soutenir un mensonge quand la vérité décide de se présenter avec patience. Je suis rentré chez moi seul cet après-midi-là, non pas parce qu'il n'y avait personne disposé à m'accompagner, mais parce que j'avais besoin de franchir ce seuil sans témoin. J'ai ouvert la porte lentement, comme si le geste avait un poids symbolique que je ne voulais pas gaspiller. Le silence m'a accueilli sans hostilité. Ce n'était pas le silence d'avant, chargé de choses non dites, mais un nouveau, propre, presque respectueux. J'ai laissé mon sac sur la table et je suis resté debout au centre du salon, respirant. Pendant des années, cet espace avait été un territoire étranger, même en étant le mien. Je marchais dedans comme quelqu'un qui ne veut pas laisser de traces. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'étais là avec mon nom complet, avec mon histoire entière, avec la vérité déjà dite et enregistrée. Personne ne pouvait m'effacer de ma propre maison. Les jours suivants ont été de démarches et de décisions. La banque m'a appelé pour confirmer la restitution totale de mes accès. Les comptes sont restés sous mon contrôle direct. Le notaire m'a expliqué avec calme chaque étape, chaque papier. J'ai tout lu, j'ai tout demandé. Je n'ai signé que lorsque j'ai compris. Chaque geste était une réparation silencieuse. Philippe a tenté de communiquer plusieurs fois. D'abord avec des messages longs, presque désespérés, puis avec d'autres brefs chargés de reproches. Ensuite, silence. Je n'ai répondu à aucun. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que je n'avais plus rien à négocier. J'avais parlé quand cela importait. Le reste était du bruit. Mes enfants ont commencé à appeler plus souvent, avec précaution, avec des questions timides. Je ne les ai pas blâmés. Je les ai écoutés. Je leur ai expliqué le nécessaire, sans dramatisme. Je n'avais pas besoin qu'ils prennent parti, seulement qu'ils comprennent que leur mère n'était pas un objet interchangeable. J'ai vu dans leur voix quelque chose de nouveau, du respect. Non pas le respect automatique de la figure maternelle, mais le respect réel que l'on a pour quelqu'un qui se tient debout. Un après-midi, ma fille Sophie est venue me rendre visite. Elle s'est assise en face de moi et m'a regardé longuement. « Je n'aurais jamais pensé que tu étais capable de tout ça », a-t-elle dit. Elle ne l'a pas dit avec mépris. Elle l'a dit avec étonnement. « Moi non plus », ai-je répondu. Parce que je n'en avais jamais eu besoin avant. Elle a acquiescé avec les yeux brillants. « Je suis heureuse que tu l'aies fait », a-t-elle murmuré. Cette phrase simple et tardive a fermé quelque chose en moi.
La femme identique a disparu de ma vie comme elle était apparue, sans nom propre. J'ai su par la suite qu'elle avait tenté de se justifier, qu'elle disait avoir été manipulée. Peut-être était-ce vrai, peut-être pas. Il ne m'appartenait pas de la juger. Elle avait choisi d'être une copie. J'avais choisi de redevenir original. Le processus légal a avancé. Philippe a perdu accès à plusieurs bénéfices. Son image, si soigneusement construite, s'est fissurée. Non pas par vengeance de ma part, mais par la conséquence logique de ses actes. J'ai appris que la justice la plus convaincante n'a pas besoin de cris ni d'humiliation publique. Elle a seulement besoin de temps et de vérité. Un dimanche matin, je suis allée marcher au jardin public de Bordeaux. Je me suis assise sur un banc et j'ai observé les gens passer. Des femmes jeunes, plus âgées, des couples, des personnes seules. J'ai pensé à combien d'histoires invisibles marchent à nos côtés sans que personne ne les regarde. J'ai pensé à combien de femmes de mon âge croient qu'il est trop tard pour changer quelque chose. Et j'ai senti une impulsion profonde de le dire à voix haute. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il n'est pas trop tard pour dire ça suffit. Il n'est pas trop tard pour récupérer ce qui t'appartient. Même si ce qui t'appartient, c'est toi-même. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé entrer l'air. Je me suis regardée dans le miroir du couloir. La femme qui me renvoyait le regard avait de nouvelles rides, oui, mais elle avait aussi quelque chose qui n'était pas là avant, une fermeté tranquille. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'avait pas besoin d'être validée. Elle existait pleinement. À mes 62 ans, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait enseigné quand j'étais jeune. Il ne suffit pas d'exister. Il faut occuper sa propre place. Et pendant trop longtemps, j'avais laissé la mienne vide pour que d'autres l'utilisent. L'appel de la banque a été le début, mais ce n'était pas la cause. La cause a été des années de silence, de confiance aveugle, de croire que l'amour exige toujours un sacrifice unilatéral. J'ai appris que le respect ne se négocie pas et que celui qui t'aime n'a pas besoin de t'effacer pour briller. Mon histoire n'a pas terminé quand ils ont tenté de me remplacer. Elle a commencé quand j'ai décidé de ne plus le permettre. Aujourd'hui, je marche plus lentement, mais avec la tête haute. Je lis chaque document, je pose chaque question et surtout, je m'écoute. Je ne justifie plus ce qui me met mal à l'aise, ni ne minimise ce qui me blesse. Non pas parce que je suis devenue dure, mais parce que je suis devenue honnête avec moi-même. Si tu écoutes cette histoire et que tu as senti un nœud dans la poitrine, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'exagères pas. Quand quelque chose ne colle pas, quand on te fait sentir remplaçable, quand on te demande le silence en échange de la paix, ton intuition parle. Écoute-la. Même si cela fait peur, même si cela dérange les autres, le malaise passe. La perte de soi-même laisse des marques profondes. Il n'est jamais trop tard pour récupérer ton nom, ta voix et ta dignité. Je l'ai fait après 60 ans, et si j'ai pu, tu peux aussi. Peu importe combien d'années tu as gardé le silence, ni combien de fois on t'a dit que c'est comme ça. Les choses changent quand quelqu'un décide de changer. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.